Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler du sujet qui fâche en ce moment, et c'est l'inflation. Alors c'est toujours la même chose, comme vous le voyez ici au graphique, on voit donc qu'en gros on n'a jamais autant parlé d'inflation. Quelque part c'est normal, on est dans une reprise économique et donc qui est accompagnée par de l'inflation. Il faut savoir que le mot inflation c'est toujours mal vu, mais ce qui est important de comprendre c'est dans quel monde on est. On peut très bien avoir de l'inflation avec de la croissance économique, et l'inflation à ce moment-là ne fait que refléter que l'économie est en train de repartir, que l'économie est en train de booster. Et donc si on a de la création de valeur à côté, je veux dire, cette inflation-là est tout à fait normale et n'est pas non plus négative. Par contre, si on continue à avoir une inflation durable et que par contre, à côté de cela, la croissance commence à s'estomper, c'est là où vous rentrez dans la stagflation, etc. Et ça, c'est beaucoup plus préjudiciable. Et donc, la différence qui se fait actuellement, c'est de se dire, voilà, on est dans un monde où on est post-crise Covid, donc un choc exogène. On peut faire un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, etc., ou on peut faire un parallèle également avec la Grande Dépression. C'est-à-dire, les banques centrales, à l'époque de la Grande Dépression, il n'y avait pas encore, on va dire qu'on ne poussait pas encore, mais les gouvernements étaient là, et là c'est ce que l'on voit également. Dans les précédentes crises, c'est essentiellement les banques centrales qui ont injecté des liquidités, qui ont fait de la facilité, et ce qu'elles ont appris de ces crises-là, c'est que très souvent elles réagissaient trop tard. Ce qu'elles ont, et finalement, et Warren Buffett l'avait dit également dans sa dernière note, là où il a été très surpris dans cette crise-là, et il n'a pas pu faire ses petites affaires comme il les faisait avant, c'est parce que les banques centrales, surtout la Fed, a réagi très fortement. Et ce que l'on voit, c'est que donc les gouvernements ont emboîté les pas, on a envoyé des chèques, etc. Donc au-delà de juste les injections monétaires de la Fed, que l'on rappellera, ne sont pas inflationnistes par nature, elles sont inflationnistes sur les actifs, mais elles ne sont pas inflationnistes sur l'inflation pour le consommateur. Au-delà de cela, l'envoi de chèques, les aides, évidemment, on a vu les États-Unis faire ce qu'ils n'avaient pas fait dans toutes les précédentes crises, c'est-à-dire tout simplement aussi maintenir les salaires et faire des choses que c'est plutôt l'Europe qui le fait. Et donc tout ça, évidemment, c'est inflationniste. Du coup, ça pose un problème actuellement, puisque ce que l'on voit, en fait, c'est des goulots d'étranglement partout, mais ça, quelque part, on va dire que c'est logique, c'est-à-dire qu'on était dans une économie qui était complètement à l'arrêt. Pour redémarrer des usines, pour redémarrer des champs, pour redémarrer des sites de production, etc., il faut refaire des stocks, donc il faut à nouveau anticiper, donc il faut à nouveau avoir une visibilité. Et donc c'est une machine qui prend du temps à se mettre en place. Et dans un monde complètement mondialisé, même si on peut penser que petit à petit, ça prendra des décennies, on va un petit peu démondialiser, mais on va rester largement mondialisé, eh ben on marche à flux tendu. Et donc à partir de ce moment-là, quand vous avez une reprise, vous avez beaucoup de PDG, etc., qui vont anticiper, et donc ça se passe en amont, qui vont restocker, mais également vous avez beaucoup d'autres PDG qui vont rester un petit peu prudents, qui vont faire attention et qui vont attendre que vraiment la dynamique soit enclenchée. Et donc c'est pour ça également que vous vous retrouvez avec des goulots d'étranglement à un moment donné, avec des pénuries. Et ça marche également, il ne faut pas oublier que la main-d'œuvre reste finalement un bien de production. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez également des pénuries de main-d'œuvre. Et c'était ce dont on avait parlé quand on avait parlé de l'inflation, etc. L'inflation de matières premières, c'est une chose, mais je vous avais dit, là où on va commencer à toucher le bout de l'inflation réelle et potentiellement durable, c'est quand on va toucher au salaire. Alors on le sait, au niveau politiquement parlant, pour régler le problème des inégalités, les problèmes sociaux, etc., les gouvernements n'auront d'autre choix que de certainement augmenter les taxes, et puis on en parle déjà, et puis également d'augmenter les salaires minimaux. Mais au-delà de cela, il faut autre chose. Il faut que dans le salariat privé également, on augmente les salaires. Et là, ce que l'on voit, on commence à le voir dans la restauration, dans l'hôtellerie, c'est qu'on a un déficit également de main-d'œuvre. Donc on a aujourd'hui un monde qui va réouvrir et on se retrouve dans les bars, les restaurants, etc., avec justement des restaurateurs et des hôteliers, etc., qui se retrouvent un petit peu à dire je ne suis pas certain d'avoir suffisamment de main-d'œuvre pour pouvoir répondre à cette demande de soulagement. Et donc la problématique, c'est la même, c'est qu'aujourd'hui, donc les aides qui ne sont pas néfastes, ne me prenez pas sur ce mot-là, mais c'est qu'on est dans un monde où il y a eu, surtout aux États-Unis, beaucoup d'aides. Et on continue, même si on a en effet ces symboles de redémarrage, on continue d'aider. La problématique, c'est que du coup, pour une certaine catégorie de main-d'œuvre,
En fait, on ne pousse pas les gens à retrouver un emploi ou à prendre, entre guillemets, le premier emploi, et c'est peut-être pas plus mal, mais personnellement. Mais dans l'idée, c'est que donc, on se retrouve avec des pénuries de main-d'œuvre, puisque les gens, finalement, ont encore des aides gouvernementales, ont encore un certain nombre d'aides et de prises en charge qui font que voilà, ils ne vont pas se jeter sur le premier emploi. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec ces emplois-là dans le tourisme et notamment dans tout ce qui est loisirs, etc. Donc des secteurs d'activité qui ont besoin d'une forte main-d'œuvre et qui vont en avoir besoin là, puisque on est dans le déconfinement et donc on va ouvrir et on va certainement avoir cet effet soulagement. Donc vous, moi, on a envie d'aller boire une bière en terrasse, d'aller manger au restaurant, etc. Ils vont devoir trouver cette main-d'œuvre-là parce qu'ils vont devoir répondre à la demande et puis ils ont besoin de renflouer les caisses. Et donc, comme ils ne trouvent pas forcément de main-d'œuvre, ils vont augmenter les salaires pour attirer justement une main-d'œuvre et pouvoir répondre à cette demande-là. Et donc, ça, voilà, c'est un phénomène inflationniste supplémentaire. Donc, du coup, je veux dire, tous les arguments que l'on a, et là, ces dernières semaines, ça a été essentiellement sur les matières premières, mais là, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est au fur et à mesure où on se rapproche du déconfinement, on va dire global, euh, on a, vous le voyez sur les tendances, ce mot inflation qui est de plus en plus répété et c'est vraiment l'inquiétude du moment. Et sur les marchés, c'est l'inflation. Mais ce n'est pas vraiment l'inflation qui nous importe. Qui dit inflation, en fait, dit machine qui surchauffe et dit également que les banques centrales et les gouvernements, on le voit, pour l'instant, ne décélèrent pas. Et donc à partir de ce moment-là, s'ils ne décélèrent pas, vous le savez très bien, ça met 6 mois, 9 mois à arrêter éventuellement la machine ou à réduire un petit peu. Lorsque vous soulevez le pied de l'accélérateur, ça met 6 mois, 9 mois sur l'économie réelle pour vraiment avoir un impact. Donc ça veut dire que si on garde le pied appuyé sur l'accélérateur, il y a le risque qu'on arrive sur des niveaux de surchauffe et quand on décide de lever le pied de l'accélérateur, ces niveaux de surchauffe, ça ne va pas baisser d'un coup. On va avoir encore toutes les mesures qui ont été intégrées, 6 mois, 9 mois de surchauffe. Ce qui veut dire qu'on a peur d'emballer la machine. Si on emballe la machine, évidemment, les banques centrales vont devoir lever le pied de l'accélérateur, donc faire ce qu'on appelle du tapering, c'est-à-dire réduire les injections, et également commencer à parler de la hausse des taux pour commencer à réduire la foule. Mais l'idée, évidemment, c'est que vous le savez, dans le monde inflationniste, finalement, des prix élevés s'auto-alignent. C'est parce qu'au fur et à mesure où vous avez des prix qui sont élevés, vous avez de moins en moins de personnes qui peuvent vraiment payer ces prix-là. Et donc, quelque part, c'est un phénomène qui s'auto-régule sur cette partie-là. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'inflation, on n'a pas fini d'en parler. Que ça va faire la une des journaux et que tout le monde va vous parler du krach boursier, etc. Parce qu'on le sait très bien, au-delà des résultats des sociétés, ce qui a été important sur ce marché, et ce dont je vous parle continuellement, c'est que pour moi, les résultats des sociétés, c'est secondaire. Ce qui est pour moi le plus important, c'est la liquidité. Pour moi, vous avez des sociétés qui peuvent être peu chères, avec de bons fondamentaux, et elles peuvent le rester à partir du moment où il n'y a pas de liquidité sur le marché, et donc il n'y a personne pour acheter, donc il n'y a personne pour faire monter les cours. Donc ce dont j'ai besoin en tant qu'investisseur, c'est non seulement que ma société délivre des bons résultats pour pouvoir attirer des investisseurs, mais surtout que ces investisseurs-là, ils aient une manne financière qui leur permet de tirer un petit peu sur tout ce qui bouge et qui leur permet surtout de rentrer gros. Et c'est ça qui m'amène à la liquidité sur le marché, c'est ça qui m'amène à la liquidité sur les titres, et c'est ça qui me permet d'avoir des poussées haussières, voire même spéculatives. Et c'est là où j'en reviens à finalement ce qui m'inquiète le plus, c'est pas l'inflation, la montée des taux, etc. C'est pour moi, ça serait sain. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que la Banque centrale, surtout la Fed, l'Europe, je pense qu'on en a encore pour 6 mois avant de parler de ces sujets-là. Mais ce qui pour moi est plus inquiétant, voilà, c'est le fait que la Fed pour l'instant ne parle pas de réhausse des taux. Alors de temps en temps, ils en parlent, etc. Et on voit tout de suite le marché qui redevient super volatile. Et qui attaque donc les valeurs de croissance et qui continue de se réfugier sur les valeurs de rendement, les valeurs value et valeurs cycliques pour jouer la réouverture. Donc on a cette rotation, je vous l'ai dit, ça ne se ferait jamais du jour au lendemain, mais en gros, au fur et à mesure où on va continuer de taper un petit peu sur l'inflation, et au fur et à mesure où le marché va commencer à se dire, c'est clair et net que les banques centrales vont devoir un petit peu resserrer la vis monétaire, c'est là justement où on va continuer la rotation. Par contre, à partir du moment où on va parler plus resserrement de vis monétaire au-delà de juste la remontée des taux, c'est là où il faut faire un petit peu attention, c'est quand on commence à retirer les liquidités sur le marché.
Et c'est là qu'on va réellement se rendre compte, quand on commence à retirer les liquidités sur le marché, c'est là qu'on va réellement se rendre compte que le marché va devenir très très sélectif et on peut donc avoir des trous. Et quelque part, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, ce phénomène-là, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur les valeurs de croissance, mais les valeurs qui étaient les plus spéculatives. Vous avez vu, quand la marée s'est retirée, quand les liquidités se retirent, fondamentaux ou pas fondamentaux, peu importe, ça baisse drastiquement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est ce jeu et cette importance des liquidités. C'est ça le nerf de la guerre. Et donc une fois qu'on parle de ce Google Trend et de l'inflation, la dernière chose évidemment dont on parle, c'est voilà, le CPI. Donc le CPI, on reste sur les US qui est ressorti à 4,2%. Tout de suite, voilà, on se dit, waouh, inflation à 4%, c'est énorme. Et en plus, voilà, l'idée c'est de se dire, est-ce que c'est durable, est-ce que c'est pas durable. Déjà, il faut savoir ce que vous avez là-dedans. Vous avez là-dedans un paquet de choses qui, pour moi, vont démontrer en fait que ce n'est pas durable dans le sens où donc c'est les voitures d'occasion. Et ce qui est important là, c'est que voilà, vous savez très bien qu'en fait vous avez une réouverture, donc vous avez en fait un pic de demande. C'est la même chose pour les matières premières, c'est la même chose pour beaucoup de choses. Vous avez à un moment donné un pic de commande. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'anticiper, on anticipe la réouverture, etc. Et donc vous avez ce pic de demande qui est là. Et en face, vous avez une offre qui a tenté d'anticiper, etc., mais qui est limitée. Donc c'est toujours une relation offre et demande. Et la variable d'ajustement, c'est donc le prix. Et donc le temps que l'offre puisse se mettre à niveau de la demande, c'est le prix donc, qui fait la variable d'ajustement. Mais ce qu'il y a fort à parier, évidemment, c'est qu'on a surtout un boost qui est lié à un effet de base. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un an, et quand vous regardez toutes les statistiques, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais il faut regarder aussi ce qu'on vous dit. C'est comme quand on vous présente le PIB américain, on vous présente un PIB américain qui est en hausse de 6%, mais par rapport au premier trimestre 2021, mais par rapport au premier trimestre 2020. Donc ce qu'il y a à comprendre aussi, c'est la comparaison, et donc cet effet de base. Et là, quand on commence à voir les statistiques qui sortent en avril, mai, juin de 2021, ce qui est important de comprendre, c'est comme je vous l'ai expliqué sur quand on regarde les matières premières, ce qui est important de comprendre, c'est ce qui va sortir à 4-5%. Il faut le comparer à l'année dernière où vous étiez donc au creux de la vague. L'économie, on était dans des confinements durs, l'économie était stoppée et en gros, il y avait zéro demande pour les matières premières, zéro demande pour le moindre produit. Bref, vous étiez complètement coupé. Le monde était coupé et c'est ce qui crée les goulots d'étranglement derrière lorsque vous redémarrez la machine. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, il y a un temps, certainement de quelques mois, où vous avez besoin de réadapter. Et c'est le prix qui fait variable d'ajustement, de la même manière que quand on a stoppé du jour au lendemain et qu'on a confiné il y a un an, c'est le prix qui a fait variable d'ajustement et on a vu les matières premières et pour le pétrole, etc., on a vu les prix baisser drastiquement et pour éviter le stockage, même potentiellement de la vente à perte, bien entendu, pour éviter les frais de maintenance et de stockage. Et donc ce qu'il faut comprendre quand vous regardez 4,2%, c'est que ces 4,2% par rapport à la même période, avril-mai 2020, où on était au creux de la vague et complètement confiné. Donc ce qui est important de comprendre quand on regarde ces stats-là, c'est qu'elles font peur au premier abord, mais qu'il faut les intégrer également par rapport à leur effet de base, c'est-à-dire qu'on est en train de comparer une économie qui est en train de redémarrer avec une économie qui était complètement à l'arrêt. Donc finalement, 4% de hausse, c'est tout à fait légitime et je ne pense pas que c'est quelque chose sur lequel il faut paniquer. Ce qui sera très intéressant, par contre, c'est au-delà de juin, de continuer à regarder ces stats-là et de voir, et c'est là vraiment où on aura plus d'indications pour savoir si on rentre dans une durabilité ou pas. Et c'est là vraiment où ces stats-là seront importantes pour la suite. Et pour l'instant, je veux dire, on est dans un marché qui valide le fait qu'on réouvre, valide le fait qu'on est en train de relancer l'économie par rapport, et quand on compare ces effets de base-là, il faut prendre en compte qu'on compare par rapport à une économie qui était complètement à l'arrêt. C'est pas comme on a fait là sur la fin d'année 2020, on a fait des couvre-feux, des confinements un petit peu à moitié. C'est en avril, mai de l'année dernière, on était dans des vrais confinements. Donc ça, voilà, c'est important de le comprendre. Ce qui est important de comprendre également, c'est de remettre les choses en perspective, hein. Et donc vous voyez, historiquement parlant, également, ça fait quand même 20 ans qu'on a eu des pics à un moment donné un petit peu supérieurs d'inflation, et en règle générale, c'était juste avant qu'on se tape
justement du tapering de la part des banques centrales et qu'on arrive sur un petit peu des fins de cycle, hein. Mais globalement, ça ne veut pas dire que ça sera la même chose cette fois-ci, au contraire. Et puis après, ce que vous voyez, pour moi, ce qui est surtout très important de regarder, c'est de voir que depuis finalement 30 ans, 35 ans, on est sur quelque chose quand même qui reste déjà dans une fourchette basse, hein, au niveau de l'inflation, et surtout, on n'a pas énormément de volatilité. Regardez la volatilité des années 70-80, regardez la volatilité, hein, pré-guerre et après-guerre, hein. Et d'ailleurs, éventuellement, il y a Ray Dalio qui avait fait une note là, qui compare l'inflation des années 30, hein, aux US, et les aides gouvernementales, etc., à ce qui est en train de se passer. Je ferai certainement une vidéo là-dessus, on pourra y revenir. Mais globalement, pour moi, ce qui est le plus important ici, c'est bien comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a plus la même volatilité. Est-ce qu'on va retrouver cette volatilité-là et cette inflation durable? Ça, c'est la grosse question, évidemment, des mois et des années à venir. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement trop tôt pour faire ces anticipations. Donc pour moi, ce qui est très important de comprendre également, c'est lorsqu'on revient sur les matières premières, comme je vous l'avais dit, c'est de bien prendre en considération que finalement, on est revenu à peu près sur des niveaux, globalement, si on prend l'ensemble des matières premières, on est revenu sur des niveaux de prix qui étaient pré-Covid. Mais éventuellement, ça va commencer. Mais surtout, ce qui est très important de comprendre, c'est que toutes ces matières premières-là, elles sont cotées en dollars, hein, et j'appuie aussi là-dessus. N'oubliez jamais, c'est comme quand vous regardez la performance et un rendement d'un indice boursier, regardez également l'inflation que vous avez dans ce pays-là. Parce que c'est ce qui fait toute la différence entre un rendement brut et un rendement net. Si vous avez un marché boursier qui a gagné 40-50%, vous regardez notamment l'Amérique latine, vous avez des marchés boursiers qui, sur leur rebond post-Covid, ont gagné 40, 50, 60% de hausse. Mais regardez l'inflation, c'est même de l'hyperinflation. Et donc quand vous comparez par rapport à ça, en fait, ce que ça vous dit, c'est que les marchés boursiers offrent une protection contre l'inflation, mais si vous avez du cash, la valeur de ce cash, s'est fait complètement dézinguer. Et donc là, on en revient évidemment à, si on devait arriver vraiment dans des inflations plus poussées, plus durables, l'idée que évidemment détenir du cash, c'est pas bon, mais l'idée que sur les marchés boursiers, outre les rotations sectorielles qui peuvent s'effectuer, le fait qu'il faut faire attention aux valeurs qui sont plus endettées, etc., bien entendu, on a quand même une protection à être investisseur ciblé, spécifique, mais à être investisseur encore sur les marchés. Il n'y a pas que l'or, contrairement à ce qu'on dit, qui va vous hedger contre l'inflation. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est d'une part, au niveau des matières premières, ce fait qu'on revient à du pré-Covid, qu'en fait, c'est aligné par rapport, on voit, à ce pic de demande comparé à une offre qui est un peu plus rétrécie, donc il va falloir du temps pour que l'offre puisse justement gober toute la demande. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est coté en dollars. Et donc, à partir de là, comme je vous l'ai dit, c'est comme sur un marché boursier, sur un actif, une matière première qui est cotée en dollars, ok, très bien, mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le dollar est baissier déjà depuis donc la crise du Covid également, et donc il faut rapprocher aussi la hausse des matières premières par rapport à la réouverture économique, qui est classique et qu'il faut rapprocher donc et ne pas comparer finalement à il y a un an où tout avait baissé, donc forcément on est revenu plus ou moins au même niveau, et le surplus qu'on a éventuellement en plus, c'est finalement aussi à expliquer par le fait que le dollar a baissé, que toutes vos matières premières sont cotées en dollars. Donc il faut bien comprendre aussi qu'au niveau de vos matières premières et de la hausse de certains actifs, etc., vous avez un hedge, vous avez cette prise en compte également de l'inflation, mais également, surtout, donc, de la baisse du dollar. Ça, c'est important pour comprendre que parfois, quelque chose que vous avez l'impression que ça a gagné 10%, par exemple, mais si le dollar a perdu 10% également, en fait, vous avez au même niveau. Finalement, ça vous a protégé. Donc, si vous aviez eu du cash, vous auriez perdu 10% sur ce cash, hein, mais si vous investissez, en fait, vous êtes à un même niveau. Vous avez l'impression éventuellement d'avoir gagné 10%, mais votre monnaie ayant perdu, ou l'inflation ayant rogné également votre pouvoir d'achat, finalement vous êtes à zéro. Donc c'est ça aussi qui est important de bien prendre en compte. Et donc je vais conclure cette vidéo par ce graphique-là qui est pour moi le plus important. Hein, il faut savoir qu'on a eu un choc exogène avec le Covid. Donc vous avez une baisse drastique des prix.
Puis, qu'est-ce que l'on a? On a une réouverture, on a des anticipations, il faut restocker, il faut reproduire, il faut donc, derrière, on va reconsommer. Et donc, en fait, que ce soit sur les actions, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur les matières premières, que ce soit derrière dans la consommation que l'on va, du consommateur final, dans cette réouverture que l'on va avoir, etc., eh bien, vous êtes sur une chaîne de valeur, et donc tout ce qui est en amont, pour l'instant, on a vu, vous avez cette concaténation là qui se fait ici, et ça, tout simplement, c'est parce que vous avez une demande qui est forte et l'offre qui n'est pas capable de suivre encore. Mais petit à petit, au fur et à mesure, l'offre va s'établir, la demande également va se tasser, puisqu'au fur et à mesure, eh ben, les prix sont soit trop élevés et donc on n'achète plus et on attend, ou alors on a déjà fait notre stock et on est prêt pour la saison, etc. Et donc tout ça, ça va s'équilibrer, ça va trouver un nouveau prix d'équilibre. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser là, c'est dans les mois à venir. Une fois qu'on a ce pic de consommation qui est passé, c'est au niveau de l'inflation, pour moi, ça serait à court terme de dire c'est temporaire. À moyen terme, ça serait de revenir à une normalité. Pourquoi? Parce qu'on a aussi, je pense, beaucoup d'achats et beaucoup d'anticipations qui ont été faites en amont et qui sont autant d'achats qui ne vont pas se faire au fil de l'eau des prochains mois. Et il va falloir écouler le stock, etc. Donc là, pour moi, ce qui est important de comprendre, voilà, c'est que ici, tout le monde est en train de parler d'inflation, etc. C'est un problème et tout. Et là, ce que j'attends, moi, c'est le contre-coup. C'est le contre-coup, justement, de cette machine qui est aidée par des liquidités massives des gouvernements et des banques centrales. Donc, du coup, on a beaucoup d'argent, donc on y va, on investit, etc. On voit la montée des actifs, on voit la montée des matières premières. Donc, la montée des prix également. On voit même, on commence à toucher au salaire, etc. Mais derrière tout ça, certainement une durabilité qui est limitée, puisque je pars du principe qu'il y a beaucoup d'achats et il y a beaucoup de FOMO. Il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'en bourse où vous avez du FOMO, du fear of missing out, la peur de louper le train finalement. Dans les entreprises, c'est la même chose. Dans le business, c'est la même chose également. On voit les prix des matières premières exploser, donc on dit il faut que je fasse du stock maintenant. Je me dis que j'ai la réouverture économique à jouer, je vais faire du stock maintenant. Il faut que je prépare ma saison, je vais essayer de sécuriser ma main-d'œuvre maintenant. Et donc, un consommateur également, il va se dire je vais réserver mon billet maintenant. Je vais acheter mon bien immobilier maintenant. J'ai du cash et j'ai peur qu'on me taxe, qu'un truc, qu'un machin. J'achète maintenant, j'essaye justement d'anticiper. Et tout ça, tous ces acteurs-là, tous ces opérateurs économiques, ils anticipent tous, et donc c'est ce qui crée ce pic de demande. Mais à partir de là, la question que je me pose justement, c'est qu'il y a beaucoup de ces anticipations qui auraient été des achats et de la demande qui auraient été finalement alignés, prolongés sur plusieurs mois, qui se fait en fait sur un même moment, goulot d'étranglement, on ajuste par les prix. Mais du coup, dans les prochains mois, c'est autant de demandes qui finalement n'aura plus besoin d'être. Donc, c'est des achats qui ont été anticipés, mais qui finalement ne seront pas répétés. Il y en aura certains qui seront répétés, bien entendu, mais je pars du principe que c'est ça éventuellement le creux de la vague ici, c'est le fait que, en fait, on va épuiser d'abord tout ce qu'on aura anticipé avant de petit à petit reprendre justement une courbe plus linéaire et à ce moment-là reprendre une courbe plus durable mais plus graduelle de montée des prix, etc. Et là on rentrera dans l'aspect démographique, dans l'aspect, voilà, est-ce que la croissance continuera également? Donc c'est là où on commencera à parler dans des débats, non plus de savoir si l'inflation est durable ou pas, mais surtout si la croissance est durable ou pas, pour pouvoir dire est-ce qu'on est dans un monde, est-ce qu'on re-rentre dans la stagflation des années 70, etc. Bref, et ça, derrière, vous rajoutez la démographie, vous rajoutez le protectionnisme, vous rajoutez un petit peu de déglobalisation, vous mélangez un petit peu tout ça avec le tapering des banques centrales, la montée des taxes, etc. Et on aura encore de nombreuses vidéos, certainement, pour petit à petit projeter ces facteurs-là. Mais pour moi, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est finalement, aujourd'hui, vous le voyez, tout le monde s'intéresse à l'inflation, tout le monde parle en gros de ce qui est en train de se passer ici, les pénuries, les goulots d'étranglement. Et moi, ce que j'essaye d'anticiper plutôt, c'est la suite. Et donc, je pars du principe que, pour moi, on a essentiellement tout le monde qui s'est regroupé au même endroit. Et donc, ça prendra des mois, certainement quelques mois, mais je pense qu'on a une grosse anticipation du fait de pas mal de FOMO aussi, qui se fait au même moment.
Et pour moi, c'est beaucoup de demandes finalement qui se seraient faites, qui se seraient étalées ces prochains mois, qui se fait en même temps. Et donc, c'est autant de demandes sur ces prochains mois, en fait, qu'il y aura en moins. Donc, je pense qu'il y aura éventuellement un contre-coup, et c'est ce qui, certainement, fera. Donc, c'est là où on aura le contre-coup également. On verra, personnellement, je dirais plutôt vers la fin de l'année 2021, début d'année 2022. Et ensuite, c'est là où on reprendra quelque chose d'un petit peu plus normalisé. Voilà, c'est mon avis sur la question. Je voulais appuyer surtout sur deux choses, comme je vous ai dit, c'est faites attention aux effets de base. On compare là où on était, tous les stacks qui sortent actuellement, on compare par rapport à là où on était l'an dernier. L'an dernier, on était à zéro, on était bloqué, on était fermé. Donc il faut le prendre en considération. Il ne faut pas oublier sur les matières premières, etc., d'intégrer aussi que vous avez une baisse de dollars, hein, et donc si cette baisse de dollars continue également, il faut l'intégrer par rapport à tout ce qui est coté en dollars. Vous pouvez regarder le Venezuela, hein, regardez le Venezuela, regardez l'Argentine, etc. Quand vous regardez les cours boursiers, vous avez l'impression que voilà, il ne s'est rien passé, tout va bien en Argentine, tout va bien au Venezuela, etc. Puis vous regardez l'inflation, et là vous allez vous rendre compte que les cours boursiers offrent une protection, pas totale, pas tout le temps totale, mais une protection contre la perte de valeur. C'est là également où on peut parler des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies également, donc on l'a vu sur des pays comme la Turquie, l'Argentine, etc., le Venezuela, les gens se sont réfugiés également donc sur tout ce qui était actif et surtout sur les crypto-monnaies et donc le Bitcoin. Là où je pense qu'il n'y a pas une réserve de valeur, c'est que si on regarde et qu'on compare réellement, pour moi, je ne vois pas de relation entre la hausse des crypto-monnaies et, et clairement, je dirais, la partie or, la partie hedge contre l'inflation, mais plus, en fait, on voit plutôt la relation sur la partie valeur de croissance. Donc, c'est-à-dire, la relation, je la ferai plutôt avec le Nasdaq. Et vous liez à ça, et vous verrez que, finalement, on suit plutôt ce qui se passe sur le Nasdaq que ce qui se passe en pur hedging et réserve de valeur que l'on donne aux crypto-monnaies. Et donc, je me méfierai par rapport à ça. Et l'autre aspect sur lequel je veux conclure, c'est que du coup également, il ne faut pas négliger l'Europe, je pense, donc avec cet aspect value, cet aspect réouverture, etc., avec l'aspect dollar, il ne faut pas oublier ça, et le fait qu'on a des marchés qui sont nettement moins chers en Europe, et surtout qu'on a ce décalage-là, et que les banques centrales, finalement, les banques centrales ont beaucoup moins tiré qu'aux US, et les gouvernements aussi. On aura certainement un effet décalé de rattrapage, mais il y a cet aspect-là aussi qu'on aura certainement beaucoup moins de surchauffe en Europe, et ça peut attirer également des fonds qui s'étaient pendant des années complètement agglutinés sur les valeurs de croissance, puisqu'on était dans un monde de taux bas, et donc on valorisait cette croissance-là au maximum, et donc là, on va peut-être certainement beaucoup plus répartir les cartes. On l'a vu, on avait anticipé, on en avait parlé déjà il y a une année sur les valeurs value, et l'aspect également des valeurs value, on en trouve aux US, bien entendu, on a vu la performance du Dow Jones par exemple, mais vous allez également à un moment donné, lorsque le dollar commence à attaquer un petit peu des portefeuilles de géants qui avaient surestimé, qui s'étaient surpondérés sur les US, ça peut rapatrier, et je pense que c'est déjà le cas, et on le voit déjà arriver, ça peut commencer à rapatrier pas mal de fonds, notamment sur l'Europe. Donc ça aussi, je trouve que globalement, si vous me suivez déjà depuis une bonne année, etc., c'est des sujets voilà, qui pour moi continuent. C'est à mettre du temps à se mettre en place, mais pour moi c'est en marche. Voilà, donc ce petit focus, parce que je reçois beaucoup de questions, etc. Donc n'hésitez pas de continuer à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me poser des questions, parce que souvent ça me permet de rebondir. Peut-être je trouve qu'une ancienne vidéo n'était pas assez claire, ou justement je rebondis sur d'autres éléments pour un petit peu étayer un petit peu plus l'idée. Voilà, on est sur des choses évidemment qui ne sont pas certaines, hein. On évolue au fur et à mesure, on est là sur des hypothèses de travail, et surtout il faut bien comprendre que ce qu'on est en train de mettre en route, c'est des choses, hein, on est en train de tirer la pelote de laine, et puis c'est des choses qui peuvent mettre plusieurs mois, plusieurs années à complètement se mettre en place. Donc comme je vous dis souvent, on a la vision, mais il ne faut pas oublier qu'avant d'atteindre la vision, le chemin il n'est pas en ligne droite comme la première partie de ce graphique, hein, il est très souvent comme la deuxième partie du graphique. Et donc il faut comprendre que la vision peut être très bonne, mais qu'en fait il faut prévoir les étapes intermédiaires avant l'atteinte de cette vision-là. Et c'est ce que je vous propose dans ces différentes vidéos. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous appréciez ces vidéos, que ça vous aide. N'hésitez pas
pas à les liker, mettre les pouces en l'air, les partager également sur les réseaux sociaux ou avec des personnes que vous trouvez que ça pourra intéresser. Dites-moi pareil ce que vous en pensez dans les commentaires, posez-moi des questions et ça pourra toujours éventuellement donner lieu à de nouvelles vidéos. Je vous remercie par avance et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes et à la prochaine vidéo.